La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 76, de l'union de l'âme avec le corps. Nous avons à considérer maintenant l'union de l'âme avec le corps, et cette question se divise en 8 points. Premièrement, le principe intellectuel est-il uni au corps comme sa forme? Deuxièmement, le principe intellectuel est-il multiple, suivant le nombre même des corps, ou bien est-il le même chez tous les hommes? Troisièmement, y a-t-il dans le corps, outre le principe intellectuel qui en est la forme, une autre âme quelconque? Quatrièmement, y a-t-il dans le corps quelque autre forme substantielle? Cinquièmement, quel doit être le corps dont un principe intellectuel est la forme? Sixièmement, ce principe est-il uni à un tel corps au moyen d'un autre corps quelconque? Septièmement, au moyen de quelque accident? Huitièmement, l'âme se trouve-t-elle tout entière dans chaque partie du corps? Article 1er. Le principe intellectuel est-il uni au corps comme sa forme? D'après le philosophe Aristote, Métaphysique, livre 8, la différence se prend de la forme d'une chose. Or, la différence constitutive de l'homme, c'est d'être raisonnable, ce qui dans l'homme tient au principe intellectuel. Donc, ce principe intellectuel est la forme de l'homme. Résumé du corps de l'article. Comme le principe intellectif est ce par quoi l'homme comprend, soit qu'on le nomme intellect, soit qu'on le nomme âme intellective, ce principe est nécessairement uni au corps comme sa forme. Corps de l'article. Il faut en effet reconnaître que l'intellect, principe de toute opération intellectuelle, est la forme du corps humain. Ce par quoi une chose accomplit ses opérations est la forme de cette chose à laquelle l'opération est attribuée, comme par exemple ce par quoi le corps est sain se nomme la santé, ce par quoi l'âme sait se nomme la science. D'où il suit que la santé peut être prise pour la forme du corps et la science pour celle de l'âme. Et la raison de cela est qu'aucun être n'agit si ce n'est en vertu de ce par quoi il est en acte. Il est donc évident que ce qui fait avant tout que le corps est vivant, c'est l'âme. Et comme la vie se manifeste par les diverses opérations propres aux différents degrés des êtres vivants, ce qui nous fait accomplir chacune de ces opérations de la vie, c'est l'âme, car l'âme est la première cause en nous de la nutrition, du sentiment et du mouvement local. Elle est aussi le premier principe de notre intelligence. Donc le principe par lequel nous sommes des êtres intelligents, qu'on appelle intellect ou âme intellective, est la forme de notre corps. Et c'est là une démonstration donnée par Aristote dans son traité sur l'âme au livre 2. Si quelqu'un prétend que l'âme intellective n'est pas la forme du corps, il devra démontrer comment, sans cela, l'action qui consiste à connaître est l'action propre d'un homme. Nous sentons en effet par notre expérience que nous sommes cet être même qui connaît. L'action peut être attribuée à un être de 3 manières différentes, suivant la doctrine du philosophe, Physique, livre 5. Un être est dit agir, mouvoir, ou bien selon cet être tout entier, comme le médecin qui accomplit une guérison, ou bien selon une partie de lui-même, comme l'homme voit au moyen de son œil, ou bien par accident, comme si l'on dit que le blanc édifie, quand il arrive que celui qui édifie est blanc. Quand nous disons que Socrate ou Platon comprend, il est évident que cette opération ne leur est pas attribuée par accident. Elle leur est attribuée en vertu de leur qualité d'homme et parce que cette qualité leur est essentielle. Ou bien il faut dire que Socrate comprend en attribuant cette opération à l'être tout entier, selon que Platon le suppose, quand il dit que l'homme est une âme intellective, ou bien il faut dire que l'intelligence est une partie constitutive de Socrate.
Or le premier sens ne peut être admis, comme nous l'avons dit plus haut, question 75, article 4. Et cela par la raison que le même homme se rend compte de son intelligence et de ses sensations. Or, il ne peut sentir qu'au moyen du corps, donc le corps est une partie constitutive de l'homme. D'où il résulte que l'intellect par lequel Socrate comprend est également une partie de Socrate, et que par conséquent l'intellect se trouve de quelque façon uni au corps de ce même Socrate. Le commentateur, il s'agit du commentateur d'Aristote, à savoir Averroès, expliquant le livre 3e de l'âme, dit que cette union a lieu par le moyen d'une forme intelligible, laquelle a un double sujet, à savoir l'intellect possible et les images elles-mêmes qui se trouvent dans les organes corporels. Et c'est par cette sorte de forme intelligible que l'intellect possible se communique au corps de tel ou tel homme. Mais cette communication ou union ne suffit nullement pour que l'action de l'intellect puisse être appelée l'action de Socrate. Et c'est ce que nous pouvons rendre évident par une comparaison empruntée aux sens sur lesquels Aristote s'appuie toujours pour s'élever à la considération des choses de l'intelligence. Les images sont en effet par rapport à l'intellect, suivant l'explication donnée par ce philosophe au livre 3e de l'âme, ce que les couleurs sont par rapport à la vue. Comme les formes ou les espèces des couleurs sont dans la vue, ainsi les formes ou espèces des images sont dans l'intellect possible. Et cela est évident, car, bien que le mur possède les couleurs dont la ressemblance seulement est dans notre vue, l'action de la vue n'est pas néanmoins attribuée au mur. On ne dit pas que le mur voit, mais au contraire qu'il est vu. Par conséquent, de ce que les formes ou espèces des images sont dans l'intellect possible, il ne s'ensuit pas que Socrate, en qui se trouvent les images elles-mêmes, comprenne. Il faudrait dire au contraire que c'est lui-même qui est compris ou que ces images sont comprises. Quelques-uns ont voulu dire que l'intelligence est unie au corps comme un moteur, et c'est ainsi que de l'intelligence et du corps résulterait un seul tout auquel on pourrait attribuer l'action de l'intelligence. Mais cela est faux pour bien des raisons. D'abord parce que l'intellect ne met le corps en mouvement que par le moyen de l'appétit, et que le mouvement de ce dernier présuppose l'action de l'intelligence. Ce n'est donc pas parce que Socrate est mu par l'intelligence que Socrate comprend, c'est bien plutôt parce qu'il comprend qu'il est mu par l'intelligence. En second lieu, comme Socrate est un individu réel et existant dont l'essence est composée de matière et de forme, si l'intellect n'est pas sa forme, il s'ensuit que l'intellect est en dehors de son essence et qu'il existe le même rapport entre l'intellect et la personne entière de Socrate qu'entre le moteur et le mobile. Comprendre est une action qui se renferme dans l'agent lui-même et qui ne passe pas à un autre être, comme par exemple l'action de réchauffer. L'action de comprendre ne saurait donc être attribuée à Socrate, par cela seul qu'il est mu par l'intellect. Disons, en troisième lieu, que l'action du moteur n'est jamais attribuée à l'objet mu, si ce n'est comme à un instrument, comme on attribue à la scie l'action du charpentier. Si donc la propriété de comprendre est attribuée à Socrate parce que c'est l'action de son moteur, il s'ensuit qu'elle ne lui est attribuée que comme à un instrument, ce qui est contraire à la doctrine du philosophe qui ne permet pas de dire, confère Traité sur l'âme, livre 3, que l'intelligence exerce son action au moyen d'un instrument corporel. Nous pouvons ajouter enfin que, quoique l'action d'une partie soit souvent attribuée au tout, comme l'action de l'œil l'est à l'homme, cette action n'est pas néanmoins attribuée à une autre partie, si ce n'est peut-être par accident, car on ne dit pas, par exemple, que la main voit parce que l'œil voit. Si donc de l'intellect et de Socrate il résulte un tout, il n'est pas possible d'attribuer à Socrate l'action de l'intellect. Mais si Socrate est un tout qui se compose de l'union de l'intellect
avec tout ce qui constitue Socrate, et si l'intellect ne se trouve uni à cet ensemble que comme moteur, il s'ensuit que Socrate n'est pas simplement un, et par conséquent n'est pas simplement un être, car une chose est un être de la même manière qu'elle est une. Reste donc la seule explication donnée par Aristote, traité sur l'âme, livre 2, 25 et 26, et qui consiste à dire que tel homme comprend parce que le principe intellectif est sa forme. De l'opération même de l'intelligence, il résulte donc que le principe intellectif est uni au corps comme sa forme. La même chose pourrait être prouvée par la considération de ce qui constitue la nature humaine. La nature de chaque être, en effet, se manifeste par ses opérations, car c'est par là qu'il s'élève au-dessus de tous les autres. Or, l'opération propre de l'homme en tant qu'homme, c'est de comprendre, car c'est par là qu'il s'élève au-dessus de tous les autres animaux. Aussi Aristote, dans l'Éthique, livre 10, chapitre 7, place-t-il dans cette opération, comme dans l'opération propre de l'homme, la suprême félicité de celui-ci. Il faut donc que l'homme tire le caractère distinctif de son espèce de ce qui fait le principe de son opération. Or chaque être tire son espèce de sa propre forme. D'où il suit encore que le principe intellectif est la propre forme de l'homme. Il faut remarquer ici que plus une forme est noble, et plus elle domine sur la matière corporelle, et moins elle peut être confondue avec elle. Plus aussi, elle la dépasse par son opération ou sa vertu. D'où nous voyons que la forme d'un corps mixte a une autre opération que celle qu'elle puise dans ses qualités élémentaires. Et plus un être est élevé quant à la noblesse de la forme, et plus il se trouve que la vertu de la forme l'emporte sur les éléments matériels. Ainsi, l'âme végétative est au-dessus de la forme élémentaire, l'âme sensible au-dessus de l'âme végétative, mais l'âme humaine marque le plus haut degré dans la noblesse des formes. D'où il s'ensuit qu'elle l'emporte d'autant plus par sa vertu sur la matière corporelle qu'elle possède des opérations ou des facultés auxquelles cette matière n'a aucune part. Et c'est cette vertu supérieure de l'âme qui se nomme intellect. Il faut remarquer enfin que si l'on posait en principe que l'âme est composée de matière et de forme, il serait impossible dès lors de dire que l'âme est la forme du corps. Car comme la forme est l'acte, tandis que la matière est seulement un être en puissance, ce qui est composé de matière et de forme ne peut en aucune façon être considéré dans sa totalité comme la forme d'une autre chose. Et si cela est une forme, quant à une de ses parties, c'est cette forme que nous appelons âme, et la chose à laquelle cette forme s'applique, nous la nommons premier être animé, ainsi que cela a été dit, question 75, article 5. Première objection. Le philosophe dit dans son traité sur l'âme, livre 3, l'intellect est séparé et il n'est acte d'aucun corps, ce qui prouve qu'il ne saurait être uni au corps comme sa forme. Réponse. Selon la pensée d'Aristote, Physique, livre 2, si l'âme humaine, la dernière des formes naturelles, à laquelle puissent s'élever les considérations de la philosophie, est séparée, comme il faut le reconnaître, elle existe néanmoins dans la matière. Ce que le philosophe prouve en disant que l'homme engendre l'homme selon la matière. L'âme n'est donc séparée que selon sa vertu intellective par la raison que la vertu intellective ne saurait être la vertu d'un organe corporel, dans ce sens que la vision est l'acte de l'œil, car comprendre est un acte qui ne peut être exercé par un organe corporel comme la vision. Cette vertu est toutefois dans la matière en tant que l'âme dont elle est la faculté et la forme du corps est le dernier terme de la génération humaine.
Si donc le philosophe, dans son traité sur l'âme au livre 3, affirme que l'intellect est séparé, c'est pour exprimer uniquement que l'intellect n'est la faculté d'aucun organe corporel. Deuxième objection, toute forme est déterminée d'après la nature de la matière à laquelle elle s'applique, car il n'y aurait pas sans cela de proportion entre la matière et la forme. Si donc l'intellect était uni au corps comme sa forme, tout corps ayant une nature déterminée, il s'ensuivrait que l'intellect aussi aurait une nature déterminée et qu'il ne serait pas apte par conséquent à connaître toute chose. C'est ce qui résulte clairement de ce que nous avons dit plus haut. Or cela est contraire à l'essence même de l'intellect, donc l'intellect n'est pas uni au corps comme sa forme. Réponse. La réponse à la première objection renferme la réponse à la seconde et à la troisième objection. Il suffit en effet pour cela que l'homme puisse connaître toute chose au moyen de son intellect, et que cet intellect s'élève aux êtres immatériels et aux idées universelles, car cette puissance intellective ne saurait en aucune façon appartenir au corps. Troisième objection, toute puissance qui est susceptible de devenir l'acte d'un corps reçoit la forme matériellement et individuellement. D'après ce principe, l'objet reçu se trouve dans celui qui le reçoit selon la manière d'être de ce dernier. Mais la forme de la chose comprise n'est pas reçue dans l'intellect matériellement et individuellement, elle l'est plutôt d'une manière immatérielle et générale, car sans cela l'intellect ne pourrait pas comprendre les choses immatérielles et les idées universelles. Il ne percevrait que chaque être en particulier de même que les sens. Donc l'intellect n'est pas uni au corps comme sa forme. La réponse à cette objection se trouve dans la réponse à la première objection. Quatrième objection, la puissance et l'action résident dans le même sujet. C'est le même qui peut agir et qui agit en effet. Mais l'action intellectuelle ne saurait appartenir au corps, comme nous l'avons également montré plus haut. Donc la puissance intellective ne saurait être non plus la puissance d'un corps. Or la puissance ou faculté ne peut être plus abstraite, c'est-à-dire plus simple que l'essence même à laquelle appartient cette puissance ou faculté. Donc la substance intellectuelle ne saurait être la forme d'un corps. Réponse. L'âme humaine n'est pas une forme en quelque sorte plongée dans la matière corporelle ou bien totalement embrassée par cette matière, ce à quoi se refuse sa perfection. Et voilà pourquoi rien n'empêche que quelqu'une de ces puissances soit indépendante du corps, quoique l'âme, selon son être tout entier, soit la forme du corps. Cinquième objection. Ce qui possède l'être en soi ne peut être uni au corps comme sa forme, puisque la forme est ce par quoi une chose est. L'être donc, à proprement parler, n'appartient pas à la forme considérée en elle-même, mais le principe intellectif possède l'être par lui-même, est un être subsistant, comme nous l'avons démontré. Donc il n'est pas uni au corps comme sa forme. Réponse. L'âme humaine communique en quelque sorte à la matière corporelle l'être par lequel elle subsiste, ce qui fait que de la matière et de l'âme intellective résulte un tout complet. Mais l'être qui devient ainsi l'être du composé demeure en même temps celui de l'âme elle-même. Cela ne pourrait avoir lieu par rapport aux autres formes qui ne sont pas subsistantes, et voilà pourquoi l'âme même persévère dans son être après la destruction du corps, ce que les autres formes ne sauraient faire. Sixième objection. Ce qui est de soi inhérent à une chose lui demeure toujours attaché. Or il est de la nature de la forme d'être toujours uni à la matière, car ce n'est pas par accident, c'est par son essence même qu'elle est l'acte de la matière. Sans cela, de la matière et de la forme résulterait un seul tout, non substantiellement mais accidentellement. La forme ne saurait donc subsister sans sa matière propre. Mais le principe intellectif étant incorruptible, comme il a été dit, n'est plus uni au corps après que le corps est tombé en dissolution. Donc, il n'est pas uni au corps comme sa forme. Réponse.
Il est dans l'essence de l'âme d'être uni à un corps, comme il est dans l'essence d'un corps léger de monter dans l'air. Et de même qu'un corps léger demeure toujours tel, alors même qu'il est détourné de la position qui lui convient, et conserve toujours la même tendance et la même aptitude à la reprendre, ainsi l'âme humaine persévère dans son être après qu'elle a été séparée du corps, conservant toujours la même aptitude et la même inclination à cette union essentielle.